Bienvenue à un nouvel épisode de Tout simplement, le podcast où on parle de la vie après un cancer du sein. Julie, aujourd'hui, on a accueilli Gilles Mastracchio, qui est un planificateur financier. Aujourd'hui, on va parler plus du volet santé financière. Hein, quand vous tombez malade... ça a un impact, hein, puis c'est un stress aussi supplémentaire. Supplémentaire à la maladie, vraiment? Oui, effectivement. Donc, aujourd'hui, on a parlé avec Gilles on va parler dans le futur podcast de vraiment des trucs, des solutions, des choses à prévoir. Exactement, parce que quand ça arrive, c'est vraiment un enjeu majeur, là, un impact majeur, autant pour la famille que pour la personne qui a eu la maladie. Donc, aujourd'hui, on discute de ça. Puis souvent, c'est un sujet tabou, Geneviève, fait qu'on est contente de pouvoir en parler puis donner ces astuces-là à tous ceux qui nous écoutent. Exactement. Le podcast est présenté par Simplement Moi, ma boutique, qui est une boutique spécialisée de produits post-mastectomie située à Fabreville-Laval. C'est une boutique qui est uniquement sur rendez-vous. Hein. J'accueille mes clientes ainsi que leurs accompagnateurs parce qu'ils sont les bienvenus. Je les accueille dans mon local, pour tout produit qu'elle aura besoin, que ce soit prothèse mammaire externe, produits post-opératoires, produits de compression, soutien-gorge, maillot de bain. En fait, il y a tellement de produits adaptés que je peux répondre assurément à tous les besoins de chacune selon les étapes où elles sont rendues. J'offre également le service à domicile pour soit la personne qui n'a pas de voiture, soit qui a une mobilité réduite. Ou en traitement. En traitement, en traitement de chimio, des fois, la santé est moins là. Donc, je me déplace également à domicile. Pour connaître les régions des services, simplement vous référez à mon site web au www.simplementmoi.com. S-E-I-N. Je le répète à chaque fois. Puis, Simplement Moi, c'est aussi une boutique en ligne, où quelqu'un qui est à l'extérieur, qui n'a pas de boutique près, peut commander ou qui veut tout simplement pas se déplacer, peut se référer sur le site web. Et pour nos auditrices... En fait, on est contente de pouvoir offrir un rabais de 15 %. Donc, avec le code promotionnel SEIN, encore là, S-E-I-N, 15, les gens pourront avoir un rabais de 15 % sur tous les produits là, sur la boutique en ligne. Effectivement, un petit cadeau qu'on donne à nos auditrices pour vous remercier de nous écouter. Alors, bien, on part ça, Julie? Bien sûr! Bon podcast! Bonjour Julie! Bonjour Geneviève! Bonjour Gilles! Bonjour mesdames! Écoute, super contente que tu aies accepté de venir avec nous parler d'un sujet qui peut être autant euphorisant qu'insécurisant, l'argent. Hein? On sait que quand on tombe malade, en fait, je dirais malade pour une période de temps quand même assez longue. Là, en fait, ça peut devenir une problématique. Hein? Ça peut être un défi, ça peut être... un fardeau pour certains. Oui, effectivement. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça. Puis je suis contente parce que j'aimerais ça. En fait, notre but aujourd'hui avec ce podcast-là, Gilles, c'est qu'on puisse donner un peu des trucs, de faire connaître peut-être des programmes, des gens qui ne connaissent pas du tout, parce que souvent, c'est mieux de réagir avant que ça arrive. Hein? Donc, mais tu sais, moi, j'ai appris certaines choses qu'on discutera tantôt, mais moi, si j'aurais pas été dans ce domaine-là, il y a beaucoup de choses que je ne connaîtrais pas. Par rapport à des programmes, des assurances, quoi que ce soit. Fait qu'on va en parler un petit peu plus tard. Bien, merci Geneviève. Pour moi, je peux partager peut-être un petit peu mon expérience. Puis dans le fond, c'est juste pour vous dire ce que j'ai vécu. C'est pas pour me prendre en exemple ou quoi que ce soit, parce que Gilles, tu vas nous apporter plein d'autres choses que moi, je ne savais pas à l'époque. Donc, j'ai pas pu faire en prévention ou quoi que ce soit. Parce que, tu sais, il faut dire que tu as eu comme 2 cancers. 2 fois, c'est ça. 2 fois, 2 arrêts de 2 ans en 5 ans. Fait que 4 ans, pas de salaire. Mais par contre, moi, je travaille chez un employeur qui avait l'assurance salaire. Donc, j'ai quand même eu une portion. Évidemment, c'est juste 45 % non imposable, mais c'est quand même ça.
c'est sûr qu'à ce moment-là aussi, nos dépenses sont différentes. Il y en a qui fluctifient, puis il y en a qui descendent. Dans le fond, si on pense à aller travailler, l'essence, le linge, tout ça, ça descend. Mais si on pense aux médicaments, aux charges, que ce soit le stationnement pour aller à l'hôpital, ces choses-là, bien là, ça vient en déséquilibre, mettons, à ce moment-là. Fait que c'est sûr qu'il y a plein d'astuces qui peut être mis de l'avant par rapport à ça, mais je pense que la meilleure solution, en tout cas moi, la mienne, c'était de dire que j'avais un coussin de prévoyance qui faisait en sorte que ce soit une maladie pour moi, mon fils, mon chum, peu importe, j'avais un coussin là, qui m'attendait. J'ai eu comme cette philosophie-là de vie depuis le début. Là. En fait, je vais vous faire une confidence, là, mais à 14 ans, je travaillais au Valentine et mon père m'obligeait à mettre 20 $, dans un REER. Wow. 20 $. À 14 ans, quand on gagnait 5 $ de l'heure. Là. Ah ouais. Mais, tu sais, aujourd'hui, tu sais comme moi, ce que ça peut représenter après 30 ans, là, tu sais. C'est excellent. Fait que c'est sûr qu'il y avait des choses comme ça qui, pour moi, étaient avantageux de savoir, puis qu'on m'avait montré dans la vie, tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là non plus d'avoir des gens ou des parents qui peuvent se montrer ça. Mais aussi, il y a tout le volet... en fait, par rapport aux dettes que moi, j'ai essayé de toujours éviter dans ma vie. Évidemment, j'ai une hypothèque comme tout le monde, mais tu sais, quand je m'achète une voiture, souvent, c'est parce que je l'ai déjà accumulée. Ou il reste juste un petit montant. Sur les cartes de crédit, c'est la même chose. J'essaye de tout le temps avoir à zéro, puis faire même des sous avec les cartes de crédit, parce que je reçois des ristournes quand je les utilise. Mais ça, c'est moi qui ai appris ça parce que j'ai travaillé dans une banque aussi à 18 ans. Okay. Et j'ai vu tellement de gens endettés et surendettés et qui venaient demander encore des choses pour avoir la piscine, la dernière voiture, ça, que ça m'a quasiment traumatisée de dire... Bien, ça a été bon parce que dans ton parcours, ça t'a aidé. Bien, ça a été éducateur, ça, oui. Ça, c'est sûr et certain, là, par rapport à tout ça. Fait que... Ça, c'était l'intro, mais je te laisse... Bien, en fait, je suis contente que tu en parles, Julie, parce que là, aujourd'hui, on va avoir comme deux... on va avoir le côté expert de ton côté, Gilles. Est-ce qu'on dit Mastracchio? Oui, c'est bien dit. OK, oui, c'est bien dit. Écoute, c'est italien. C'est le de Pinocchio. Bon, bien, parfait, parce que je ne voulais pas débaptiser. Fait que... J'ai oublié de te le demander tantôt, bref. Merci, Julie, parce que en fait, de ton côté, on va pouvoir voir le côté de personnes qui l'ont vécu. Ça va pouvoir donner des trucs, mais d'un autre côté, le côté plus... le côté financier, on va pouvoir voir ce côté-là. Mais avant même qu'on commence, Gilles, j'aimerais ça que tu me parles de ton parcours. Si je ne m'abuse, tu es dans la planification financière depuis une douzaine d'années. Mais comment que... En fait, d'où l'intérêt? Parce que les finances, c'est pas tout le monde qui aime ça. Hein? Il faut aimer ça, les chiffres. Puis, mais en fait, d'où est venu ton ta voix, oui, en fait, ton illumination pour aller dans les finances, mais aussi, qu'est-ce que ça t'apporte aussi, puis qu'est-ce que tu fais dans le commun de tes journées? Ah, OK. Donc, en ce moment, je suis planificateur financier chez SFL, partenaire de Desjardins. Non, SFL Gestion de patrimoine, partenaire de Desjardins, Sécurité financière. Enfin, on est dans le mouvement Desjardins. Je suis un conseiller autonome qui est planificateur financier. Ça va faire bientôt 9 ans que je suis chez SFL et puis j'ai fait quelques années, pratiquement 3 années à la financière Wells Fargo. J'ai eu l'expérience un peu comme Julie. En réalité, c'est que quand je rentrais à la Wells Fargo aussi, c'est comme on faisait des prêts, des cartes de crédit, des marges de crédit, des hypothèques. Et puis, donc, ce côté-là, crédit, je l'ai, cette expérience de quelques années. Fait que c'est plus un volet qui est crédit que je touche un peu moins aujourd'hui parce que si jamais tu veux emprunter pour t'acheter une maison, c'est pas moi que tu vas voir, mais à l'époque, je l'ai fait pendant quelques temps. Ou si tu voulais faire un prêt pour X raison, un prêt auto ou un prêt pour consolider ses dettes, je l'ai fait. Puis effectivement, par expérience, je l'ai vu. Moi aussi, ça m'a un peu mis en lumière que pour de l'argent, pour s'endetter, c'est facile. C'est facile. C'est facile. Puis nous, comme travail, il fallait les solliciter. Il fallait vendre ces produits-là. Fait que moi, ça allait à l'encontre de mes valeurs certaines fois. Là, quand tu sais que c'est pas la solution pour cette personne-là, mais que tu es obligé de rendre le service parce qu'il est là, puis c'est ça qu'il veut faire, là, tu sais, mais... C'est ça, c'est que souvent, des fois, t'as entièrement raison, souvent, des fois, c'est que s'ils suivent nos conseils à la lettre, ça, même à l'époque, quand je faisais des prêts, ou si, mettons, des cartes de crédit, marge de crédit, tu dis, s'ils suivent tes conseils, ça va être correct, sauf que souvent, c'est difficile, les gens ne l'appliquent pas, fait que c'est vrai que quand
quand tu proposes des cartes de crédit dans une banque, parce qu'il y en a encore, là, beaucoup de gens, des jeunes, quand on les voit à la caisse ou à la banque, ben non, en fait, ils proposent tout le temps des cartes de crédit Costco. À cette heure, on a des cartes de crédit reliées exact, c'est ça, à même des grandes chaînes. On s'en va à la caisse au Costco, ils nous la proposent. Quand j'étais au cégep, ma première carte de crédit, c'était au cégep. Il y avait un petit kiosque. On marchait, puis à un moment donné, les gens m'ont enquêté. C'est là que je l'ai eu la première. Mais c'est un peu ça, sauf que là, des fois, c'est qu'ils te proposent des produits. Des fois, c'est que l'éducation qui vient avec, soit est faite de façon trop rapide, ou c'est comme... C'est un peu laissé à soi-même. Fait que les gens, avec ça, ils ça s'en dépend un peu de l'éducation qu'on a eue de nos parents. Oui, effectivement. Souvent, on suit un peu ce que nos parents, indirectement, nous ont inculqué. Des parents comme toi, Julie, qui étaient très, au niveau placement, tout ça. Ça a été bon pour toi, mais des parents qui ne sont pas nécessairement là-dedans, c'est difficile d'inculquer quelque chose qu'eux autres mêmes ne font pas. Fait que, puis on apprend sur le tard, en fait. Puis à la suite, nous, on le donne à nos enfants, à mon fils. Mon fils, à 18 ans, son cadeau, c'était une carte de crédit. Mais je vais te montrer comment on utilise la carte de crédit, puis tu vas bâtir ton crédit parce qu'un jour, tu auras besoin d'un prêt auto, d'une hypothèque et tout ça. Mais c'est ça, comme tu dis, Geneviève, c'est pas donné à tout le monde. Pour ça qu'on a des planificateurs financiers dans nos vies. Ouais. Je pense que c'est... Ça l'aide, mais on aimerait ça aussi qu'à l'école aussi, on en parle plus. Malheureusement, moi, c'est ça qu'on n'en parle pas assez. Il devrait... Puis je pense que ça avait été... économie familiale, à un moment donné, on avait un volet budget. Oui, mais je pense qu'ils voulaient remplacer certains cours pour donner des cours vraiment sur la planification financière, mais... Sans pour parler, ça fait Sans pour parler, ça, je l'avais entendu, mais ça serait bien. Ça serait vraiment bien. En secondaire 4, secondaire 5, surtout. Oui. Parce qu'économie familiale, me semble, c'est en secondaire 2 quand j'étais jeune. C'était tôt, on l'oublie un petit peu. Secondaire 4, secondaire 5, ce serait au moins un genre de cours qui parlerait un peu plus de finances. Comment faire un budget? C'est ça. Planifier un budget, tout ça, parce que souvent, à cet âge-là, il commence à travailler. Moi, mon fils a commencé à travailler, il avait 15 ans chez McDo, là. Il était encore à l'école, là. Fait que, tu sais, de pouvoir planifier et pas tout dépenser. Tu sais, moi, j'ai pas eu ce côté-là, planification, et j'aurais aimé ça avoir... tu sais, je l'ai appris sur le tard, là, tu sais. Mais, tu sais, de pouvoir donner des bases, je pense que ça serait une... En tout cas, j'espère qu'ils vont le mettre. Mais le volet budget, c'est donc tu en parles. Je n'y avais pas pensé initialement, mais c'est parce que c'est souvent... Les gens trouvent ça fastidieux puis plate de faire ça, puis c'est vrai, on va faire notre budget. Puis l'idéal, c'est peut-être le faire au minimum ça. L'idéal, c'est de faire voir toutes nos dépenses sur 3-6 mois. Avant, c'était plus compliqué parce qu'il fallait prendre nos factures à la fois, mais maintenant, c'est quand même plus simple parce que tu peux aller voir sur ton site web, ton portail web. Exactement, on a toutes nos... Fait, tu peux le faire sur 3 mois, 6 mois serait encore mieux, 3 mois, c'est excellent, opéraliste sur 1 mois. Mais le bon côté de faire son budget, c'est à chaque fois qu'on le fait, il risque d'avoir des dépenses qu'on va arrêter. Fait que c'est la personne... conscience. Ouais, on va prendre conscience. Et on va faire qu'est-ce que c'est cette dépense-là qu'on prend. Fait que je vous mets au défi de la personne qui veut faire son budget. Faites votre budget 3 mois. Puis oui, ça vous a peut-être pris 1 heure ou 2, mais sur 1 heure ou 2 là, vous allez peut-être enlever une dépense qui est récurrente, qu'on utilise pour X raisons, que ce soit un abonnement à une chaîne de TV ou de musique. Des fois, c'est pris à même sur notre carte. C'est quelque chose qu'on avait oublié. Oui, c'est ça. Ça se fait automatiquement. Des fois, tu te dis, mon Dieu, si j'enlève tous mes petits oublis, ça fait des dollars. Oui, c'est ça. Puis prendre conscience aussi de ce qu'on a en ce moment ou comme voir ses assurances, qu'est-ce que tu as en ce moment. Parce que c'est quelque chose qu'il va falloir faire en prévision. C'est en prévision d'un diagnostic. On ne sait pas qu'il va en avoir ou pas. Fait que c'est sûr, dans ma première recommandation, ce serait de vraiment de réviser ses assurances personnelles, de voir qu'est-ce que tu as au travail. Tantôt, tu disais, Julie, que tu avais une assurance collective au travail. Puis c'est souvent des fois, de un, c'est soit que tu en as ou soit que tu n'en as pas. Mm-hmm. De deux, soit que quand tu en as, il faut l'analyser. Il faut quand même l'analyser parce que chaque régime est différent de l'un de l'autre. Effectivement. Donc, souvent, des fois, les gens vont me dire j'étais avec, par exemple, Sun Life. Puis ils vont dire, Sun Life, il ne donne pas grand-chose, mais c'est pas Sun Life qui ne donne pas grand-chose. Non, c'est l'employeur qui a décidé. Parce que Sun Life aimerait bien ça de donner le plus gros régime, blindé, mais c'est juste que ça coûte cher, fait qu'il y a des frais. Fait qu'ils vont varier. Tantôt, tu parlais d'un 45 mais des fois, ça peut aller à 65 Fait que ça va être ça de voir. Puis ça répond à tes besoins puis à tes valeurs. Parce que des fois aussi, les assurances, quand je dis à mes clients, c'est que ça parle aussi, ça touche un peu les valeurs. Parce que si je me mets dans une situation que moi, j'aurais un cancer, ça peut toucher d'autres personnes. Il y en a qui ont des morales plus fortes que d'autres. Il y en a que si tu fais, je donne un exemple, je ne sais pas, ça me vient en tête, tu fais du marathon, puis tu es un grand sportif, si tu as un cancer,
c'est peut-être ton principal activité, ton passe-temps, il est affecté totalement. Que si quelqu'un, ben, il est quand même un peu plus sédentaire, ça va peut-être un peu moins l'affecter, mais encore là, c'est les valeurs. Puis aussi, c'est calculer aussi qu'est-ce que ça va nous impacter financièrement. Donc, il y a ces deux volets-là que... Mais parlons-en. On sait que, justement, avoir une maladie, je le dis, maladie grave, le cancer, c'est une maladie grave, ça a un impact majeur sur les finances. Moi, au fil de mes dernières années, là, avec mes clientes, j'ai vu certaines de mes clientes que leurs finances, en fait, dues à certaines assurances que tu parlais qu'il y avait, c'est que les pertes financières étaient amoindries. Tu sais, en fait, ils allaient récupérer parce qu'ils avaient pris une assurance type. Mais il y en a d'autres, par exemple, qui n'avaient rien. Fait que, ils ont été face à des pertes, personnelles, mais familiales aussi. C'est un revenu familial de moi parce que, en fait, là, je sais que ça l'a changé, mais au niveau du gouvernement, ce qu'il donne en termes de semaines. L'assurance maladie. L'assurance maladie, là, ça l'a augmenté. C'était 15 semaines. C'est rendu à 26 semaines. C'est nouveau, ça fait 2 semaines. Oui, c'est ça, c'est très récent. Mais, tu sais, je veux dire, puis le pourcentage, on s'entend, c'est quoi, 55 d'un maximum, parce que c'est pas 55 en assurance maladie seulement. C'est ça. Pas sans perte d'emploi. OK. L'assurance maladie. Donc, une petite on nuance. en parlera, on en parlera c'est une tantôt. différence. Ça, mettons, vraiment, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, en fait, ma question, pour éviter d'être devant un fait accompli. Qu'est-ce qu'une personne... Là, je vais parler de toutes les maladies confondues parce que c'est un arrêt maladie, que ça soit le cancer du sein ou que ça soit peu importe, un cancer de longue durée. Oui, c'est ça, on parle de longue durée. Qu'est-ce qu'une personne pourrait faire avant que ça arrive? Puis c'est sûr que là, c'est très nébuleux. Hein? On veut contribuer à quelque chose dans un... En cas que... Mais on le sait qu'on s'entend, là, c'est quoi, 2 personnes sur 5 vont avoir un cancer aujourd'hui. Fait que c'est presque 50%. Là. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'on pourrait faire avant? C'est quoi les solutions qu'une personne pourrait dire, ben moi, je pourrais commencer à contribuer à ça. Ou je pourrais commencer à faire ça en prévision de ça. Mettons, je suis inapte au travail, puis j'ai une baisse de salaire. Bien, tu sais, c'est que dans un plan financier, il y a deux aspects. D'habitude, c'est basé sur son plan financier, puis c'est commencer avec les choses ennuyeuses. Qu'est-ce que je dis tout le temps à mes clients, puis qu'est-ce qui est ennuyeux vraiment, c'est les assurances, ou même des fois, faire des recommandations juridiques, que ce soit dire faire un testament, un mandat comme une aptitude. Des fois, ça peut être quand même être utile, parce que des fois, s'il arrive quelque chose, ou tu sais, dans des opérations, donc il y aurait même... je vais mettre ce volet-là de recommandations juridiques, parce que ça peut être intéressant, mais je vais à la fin de la parenthèse. Des fois, c'est sûr que je trouve que dans la partie d'un plan financier, qu'est-ce qui est ennuyeux? Bien, justement, parler de testament, le mandat en prévision d'inaptitude. Donc, c'est si jamais on est inapte, on est toujours en vie, mais on est inapte, qui va prendre les décisions à notre place? Je donne un exemple, tu as un grand brûlé ou tu es dans le coma pendant je ne sais pas combien de temps. Même si tu es marié, ton conjoint ne pourra pas décider à ta place. On oublie aussi souvent les directives médicales anticipées, qui peut être intéressant aussi pour les personnes. Donc, une directive médicale anticipée, c'est de dire que si t'arrive quelque chose, en mettons... tu es contre l'acharnement thérapeutique. Donc, si, mettons, encore là, tu es dans le coma ou il y a certains traitements que tu crois qui seraient contre tes valeurs, mais c'est mieux de le prévoir ça au lieu de laisser ces décisions-là à ta famille, qu'est-ce qui peut être des choix déchirants quelquefois. Donc, ça serait quelque chose à faire. Comme la réanimation, mettons. Moi, exactement, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que si j'arrive à ce point-là, tu me laisses aller parce que moi, je crois pas ça ou je veux pas ça ou je voudrais pas vivre ça avec les conséquences que ça pourrait apporter. Mais ça, c'est ma décision. Puis comme tu dis, si c'est écrit, bien à ce moment-là... C'est très personnel. Là. C'est ça, c'est personnel, mais au moins, les gens savent. C'est contraignant pour le service médical. Donc, il est obligé de faire ça. Tandis que si jamais sinon, il va falloir que les personnes qui sont aptes de prendre des décisions, il va falloir qui se consultent. Puis des fois, ça peut être déchirant. Puis souvent, les gens vont me dire, Gilles, là, tout est réglé. Souvent, c'est ça qu'on dit, parce qu'on tourne la page quand on fait ça, mais c'est depuis 2015, les directives médicales anticipées. Donc, si vous avez fait votre testament avant 2015, c'est pas réglé à ce niveau-là. Des choses aussi qui peuvent être, des fois... Je pense le mot qui peut être intéressant. Il y a les dons d'organes, les dons du corps à la science aussi. C'est souvent oublié, puis ça peut faire une différence. Oui, c'est ça, signer votre carte. Don de corps à la science aussi. Des fois, on peut, en plus de dons d'organes, on peut donner notre corps à la science. Il y a des champs de recherche en médecine tout partout. Dans le fond, c'est comme ça qu'on essaie de trouver des moyens d'autres. Fait que ça, c'est le côté plate.
Des fois, il faut en parler. Puis souvent, des fois, c'est à réviser aussi. On oublie, des fois, on dit, je l'ai fait, c'était beau. Mais après 5-10 ans, les temps changent. Même les lois changent, la fiscalité change. Des fois, il y a quelque chose d'optimisé qui arrive sur ce côté-là. Mais le mandat en prévision d'inaptitude est très important dans votre cas parce que si on sait que si quelqu'un a un diagnostic de cancer, il va passer sous le bistouri plusieurs fois. Mais tu sais, s'il arrive quelque chose, puis tu es inapte, puis tu es... Pendant la chirurgie ou ouais, des fois, même une procuration pour être correct aussi, une procuration, c'est que tu es vivant, tu as toute ta tête, mais quelqu'un, tu vas pouvoir l'autoriser d'agir à ton nom. Ça peut être une procuration générale qui fait tout. Là, c'est vraiment une personne de confiance, puis ça peut être dangereux quand même là, si tu donnes une procuration, mais ça peut être une procuration bancaire. Donc, ça, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que c'est valide aussi pour, quand on a cette procuration-là, quelqu'un qui a une assurance maladie grave qui peut gérer les sous qui arrivent en fait. Là. Okay. Ouais, il peut, parce que le mandat en prévision d'inaptitude, c'est vraiment si tu es inapte mentalement. Donc, c'est quand même, il y a un processus d'homologation qui est quand même rigoureux. Il va falloir qu'un médecin confirme le tout. Tandis que la procuration, c'est en tout temps. Je peux te donner un exemple. Je suis un homme d'affaires qui voyage beaucoup. Puis pendant que je suis en Australie, j'ai une procuration générale. Ma conjointe va pouvoir aller en cours ou me représenter pour X raisons. Donc, mais si on le remet dans un cas de diagnostic de cancer, la personne est à l'hôpital, est en rémission ou en convalescence plutôt, puis elle reste quelques jours à l'hôpital, mais là, son conjoint va pouvoir, ou la conjointe va pouvoir justement aller la représenter pour telle et telle raison. Okay. Fait que ça peut être quelque chose, tu sais, c'est quelqu'un qui a déjà juste aller à la banque au nom de. Quelqu'un qui a beaucoup d'immobilier, là, puis il gère ses locataires, ou il y a un, tu sais, peut-être qu'il peut aller en cours, des trucs comme ça, ou il y a une entreprise. Ça serait quelque chose à faire, donc, pour prévoir ça. Ça, le volet vraiment plate. C'est parlez-en avec votre juriste, qui est souvent le notaire. Okay. C'est le notaire qui va régler ça, c'est pas moi. C'est vraiment le notaire. Et puis, je recommande de le faire notarier, parce que des fois, on peut les faire pas notariés. Okay. Mais l'utilité du notaire, oui, vous allez payer plusieurs centaines de dollars par personne, par document, mais ça va faire une énorme différence. Parce qu'il y a une panoplie de règles. En fait. C'est une sécurité qu'on achète. Fait que ça, c'est vraiment le volet du notaire. Le volet assurance, mais c'est un conseiller en sécurité financière ou un planificateur financier. Qu'est-ce qu'il faut se rappeler du volet assurance en prévision d'un diagnostic? C'est la base d'un plan financier. Ce serait l'assurance invalidité. Avant l'assurance maladie grave. Je vais t'expliquer pourquoi. Oui. Mais ça, on n'a pas l'assurance invalidité avec le travail, avec notre employeur? Pas toujours. Je travaille en ressources humaines, Geneviève, puis des fois oui, des fois non. Okay. Ça dépend des entreprises, comme Gilles disait tantôt. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que la prime d'assurance salaire, c'est l'employé qui le paye à 100%. Donc, à chaque paye, si je te dis ça te coûte 50 $ parce que tu as de l'assurance salaire qui va être courte durée, longue durée à tant de pourcentage, bien là, tu vas peut-être me dire oui, mais il y en a d'autres qui vont me dire non, c'est trop. Mais quand c'est collectif, on n'a pas le choix. Donc, l'employeur prend la décision, mais lui aussi paye des frais dans l'assurance maladie ou autre, mais la portion assurance salaire direct, c'est par rapport à la personne, à l'employé direct. OK. De façon générale, maintenant, c'est souvent ça, c'est que l'employé va payer à 100% la prime, sa prime d'assurance invalidité, parce que quand il fait ça, sa prestation qu'il va recevoir est non imposable. Fait que c'est une question de fiscalité, de fiscalité, donc c'est cette raison-là. Mais encore là, chaque régime est différent. Fait qu'il va en avoir quelques-uns des fois que l'employeur va payer. Puis quand il va payer un peu, il y a un partage, mais la prestation va être imposable. Mais de façon générale, il y a une règle du pouce, c'est exactement ce que Julie a mentionné. Fait qu'en réalité, pourquoi l'assurance invalidité est importante? Je donne souvent ça, cet exemple-là, peut-être à mes clients, c'est que je leur donne un exemple. Geneviève vient me voir, puis elle me dit, Gilles, je veux planifier ma retraite. Puis là, je dis, OK, combien tu es prête à mettre de côté? Elle me dit, je vais mettre 1 000 $ par mois de côté pour ma retraite. Je dis, wow, c'est sérieuse? Oui. Fait 2 fois 12, ça fait ouais, c'est ça, 12 000 par année. En 5 ans, puis là, mettons, je donne un exemple. Dans 5 ans, tu es rendu à 5 fois 12, ça fait 60 000, plus du rendement. Excellent rendement. Elle gagne, ça a été rendu à 100 000 dans ton plan de retraite. Puis là, je réalise que, bang, tu as un diagnostic. Tu rates du travail pendant 2 ans. Ton salaire, c'était 50 000, grosso modo. Fait que ton 100 000 que tu as économisé pour la retraite, il est flobé. Il est disparu. Fait en fait, dans le fond, c'est que l'assurance invalidité, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va, oui, te donner une tranquillité d'esprit pour dire, bien, s'il m'arrive de quoi, je vais pouvoir avoir quelque chose qui va des rentrées d'argent, ça va être un remplacement de revenus, mais aussi, ça vient protéger ta retraite. Puis imagine le pire scénario, ça peut être paraplégique ou quelque chose, tu n'es plus qu'à travailler pendant 20-30 ans jusqu'à 65 ans. Mais là, si tu n'as pas d'assurance invalidité, c'est quoi? C'est tes économies, l'assistance sociale, ou tu es un boulet pratiquement financier pour le reste de ta famille. Des fois, ça peut être ça, on peut se sentir comme ça, mais c'est plate. Fait que, dans le fond, l'assurance invalidité va venir, oui, protéger pour des plus courtes durées, mais ça peut protéger jusqu'à 65 ans. Fait que puis elle va couvrir en général pour tout.
Donc, l'assurance invalidité va couvrir que tu aies un diagnostic de cancer, que tu fasses une dépression, que tu aies un accident de ski, des trucs comme ça. Donc, c'est la plus complète. Donc, si j'aurais quelqu'un qui a un budget limité, puis il voudrait juste, c'est laquelle assurance qu'il voudrait avoir, ce serait l'assurance invalidité avant l'assurance maladie grave. Puis surtout, Gilles, si cette personne-là est travailleur autonome, par exemple, donc elle n'aurait pas accès via son employeur ou d'autres moyens d'avoir ce genre d'assurance-là, c'est là que tu recommandes encore plus de dire choisissez celle-là en premier. Tout à fait, oui, parce que c'est que quand on a un employeur, c'est que il y a une bonne partie des employeurs aujourd'hui qui offrent l'assurance invalidité dans le régime d'assurance collective. Quand on est travailleur autonome, on n'a pas d'assurance invalidité. Donc, c'est vraiment important de l'avoir. Puis encore plus important quand tu es travailleur autonome, parce que des fois, quand tu es travailleur autonome, c'est que ton absence peut avoir un impact sur ton entreprise totalement. Parce que si, mettons, quelqu'un qui est en croissance en début de carrière, puis il va rater, mettons, je mets toujours l'exemple de 2 ans, mais on sait bien que ça peut être 6 mois, 3 mois, ou peut-être voir 5 ans ou plus. Mettons qu'il rate 2 ans, et pendant 2 ans, ses clients, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé d'autres fournisseurs. Puis ça a un autre impact financier. Fait que tu perds tes clients, tu as perdu ta croissance. Fait que quand tu reviens dans 2 ans, contrairement à un salarié qui revient dans 2 ans, ben, il reprend son salaire, il reprend son activité principale comme il était d'habitude, son salaire comme d'habitude. Mais le travailleur autonome, ben, s'il rate 2 ans, il n'est plus au même salaire parce que là, il a peut-être eu une attrition, il a perdu des clients, il faut qu'il se remette dedans, il a perdu des contacts aussi. Des fois, on a un réseau, hein, on a des personnes, des partenaires, mais nos partenaires vont se trouver d'autres partenaires là aussi. Dans le fond, la pérennité de l'entreprise est mise en jeu. Exactement, c'est vraiment ça. Donc, c'est pour ça que pour le travailleur autonome, j'essaie vraiment de recommander davantage l'assurance maladie grave parce que ça va venir compenser. Parce que moi, je lis puis moi, je l'ai eu vraiment. Moi, je la connaissais pas. Ben moi, sincèrement, là, j'aimerais ça que tu la développes, mais après ça, je vais dire pourquoi je l'ai pris, là. C'est vraiment parce que je suis dans le milieu que je suis aujourd'hui, que j'ai vraiment décidé d'adhérer à ça. Et j'ai vu des gens en bénéficier. Mais j'aimerais ça que tu l'expliques vraiment de point de vue. C'est quoi la différence vraiment? Tu parlais d'assurance invalidité, mais là, si on parle d'assurance maladie grave. OK, c'est qu'en réalité, l'assurance maladie grave, c'est un montant forfaitaire qu'on reçoit en cas de diagnostic d'une maladie grave. C'est 25 maladies toujours, hein? Oui, ça peut changer encore. Une règle du pouce, 25, c'est bon, mais encore des fois, les assureurs ils vont en mettre 23, il y en a qui vont en mettre 26, il y en a qui vont même... T'en as même à 3, 4, 5. Ben moi, je suis avec SFL Desjardins, il y en a 25. Oui, c'est exactement ça. C'est avec Desjardins, c'est Desjardins, le SFL, c'est la maison de courtage. Okay. Mais justement, c'est Desjardins. Desjardins, tout à fait, il y en a 25, maintenant, ils sont rendus même avec 26. Ah, okay. Ça rajoute. Mais il y a différentes compagnies. Fait qu'en gros, c'est une somme forfaitaire. Donc, ça ressemble un petit peu, ce volet-là, comme de l'assurance-vie. Quand on a l'assurance vie, on a choisi, est-ce que je veux 50, 100, 500 000 d'assurance-vie? Quand on décède, c'est un diagnostic de décès, on prend une constatation, la personne va donner ça à tes bénéficiaires. Tandis que l'assurance maladie grave, mais le montant que tu as choisi, c'est toi qui le reçois. C'est qu'on appelle ça une prestation du vivant. Un peu comme l'assurance invalidité. Donc, c'est toi qui en jouis de ton vivant. Donc, c'est toi, tu te protèges à toi. Donc, contrairement à l'assurance vie, c'est pour ceux qu'on aime. Tandis que là, c'est pour toi, tu te mets dans une situation, qu'est-ce qui se passe si j'ai une maladie grave? Mais c'est pour pallier à un manque financier temporaire, si on veut, pour remplacer un salaire peut-être annuel. Moi, je l'ai vu comme ça, en fait. Bien, c'est que... Comment je l'explique, c'est que dans le fond, il faut que je la compare, il faut que je la mette une situation avec l'assurance invalidité. Je donne un exemple, tu as une assurance invalidité qui donne une rente de 3 000 par mois, puis tu as un délai de carence, souvent de délai de carence, mettons, tu as un délai de carence, je pourrais dire, souvent on voit dans les assurances collectives de 3 mois. 3 mois, mais tu as le chômage au début. Le court durée. Oui, pour le court durée. Donc, dans le 80-90 jours dans les assurances collectives traditionnelles, tu es sur le chômage en réalité. Excuse-moi, même pas, excuse-moi, dans le fond, c'est que généralement, tu as le chômage. Une fois que le chômage est terminé, on embarque sur l'assurance invalidité de longue durée. Puis là, mettons, je donne un exemple, c'est 3 000 que tu reçois. Mais là, si tu as eu un diagnostic de cancer et tu as raté 6 mois de travail, autrement dit, tu as eu 4 mois de chômage, plus environ un autre 2 mois d'assurance invalidité. Fait que tu as eu 2 fois 3 000, tu as eu 6 000, puis ton chômage, tu as un maximum de 650 par semaine maintenant. Fait que tu as eu des montants, mais en réalité, ces montants-là vont comme pallier vont t'amener la bouffe sur la table en réalité. Ils vont te payer ton hypothèque, ta nourriture, tes dépenses, le strict minimum. Tandis que l'assurance maladie grave, qu'est-ce que ça peut te permettre de faire? C'est de dire, hey, j'ai peut-être passé proche de mourir. Ça peut être pas juste le cancer, mais ça peut être AVC, crise cardiaque, coma. Un accident quelconque de la route. Exactement. Puis tu fais comme, hey, peut-être que je veux me ressourcer, passer du temps avec ma famille, ou tout simplement, durant le congé,
ton conjoint, lui, il faut qu'il rate du travail, mais lui, s'il rate, il n'est pas en arrêt de maladie, fait qu'ils ne paieront peut-être pas. C'est ça pallie financièrement. Exactement. Puis d'autres dépenses extraordinaires, comme, je sais pas, d'un fois, ça peut être, j'ai vu, tu sais, j'ai lu ton livre, c'est que j'ai bien aimé d'ailleurs. Merci. Mais, tu sais, des dépenses extraordinaires, je sais que ça peut être pour des prothèses, des trucs comme ça. Ouais. Moi, j'avais une injection à prendre à chaque 3 semaines. Elle coûtait 3 000 l'injection. Wow. J'en avais besoin de 6, 18 000. Et que c'était pas couvert, là. Ça a dû augmenter. C'est justement, ça permet justement de te concentrer juste sur ta maladie, de ta réhabilitation, ta guérison exactement, au lieu de laisser le volet financier stress, de dire non, OK, c'est beau, je pense pas à ça. Fait que ça permet justement de faire un focus là-dessus. Fait que ça va permettre justement de pallier s'il y a d'autres choses, d'autres dépenses. Donc, ça vient complémenter. Si on remet... C'est sûr qu'une personne qui est salariée, des fois, les montants peuvent varier, mais si on y va avec un travail autonome, là, c'est encore plus élevé parce que c'est justement, si quelqu'un, il perd ses clients, il faut t'inclure là-dedans dans ton calcul que tu fais, bien, il faut que le conseiller peut faire avec son client, c'est de voir, bien, justement, c'est quoi les impacts financiers à ça. Combien tu penses que tu vas perdre de vente? Qu'est-ce que tu vas perdre? Est-ce que ça pourrait même mettre en péril, comme tu as mentionné, la compagnie? Puis des fois, c'est le cas, quand on pose la question. Est-ce que ta compagnie serait capable de survivre à si tu n'es pas là, à une invalidité de 6 mois, 1 an, 2 ans? Fait que c'est ça, des fois, il y a des compagnies qui ne survivraient même pas. Bien, tu vois, moi, justement, l'assurance maladie grave, moi, ça fait quand même plusieurs années. Puis il y a quelque chose que tu n'as pas dit, c'est que l'argent qu'on met, c'est qu'après 15 ans, on peut la récupérer. Ouais. C'est comme de l'argent qu'on met de côté si jamais on la cancelle pas. C'est sûr qu'il n'y a pas, tu sais, comme moi, je vieillis, j'ai pas d'intérêt à la canceller. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai pris de mon côté, j'en ai pris une pour 50 000, puis j'ai pris pour mon fils 25 000. Mais il était très jeune, là, ça fait peut-être au moins 10 ans. Là. J'arrive là, au bout de mon 15 ans dans pas long. Puis, mais moi, je m'étais dit, peu importe, si mon fils est malade, qu'il a une des maladies graves, puis que j'ai besoin d'aller à l'hôpital, de rater du travail, bien, l'assurance maladie grave-là couvre ça, en fait. Et au même titre que moi, de mon côté, ben dans ce temps-là, j'étais salariée. Là, je suis pas mal plus travailleur autonome, mais au moins, j'ai 1 an. Tu sais, 50 000, c'est le salaire annuel. C'est net, hein, pas imposable. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça va me permettre de pouvoir avoir une quiétude dans ma guérison, de pouvoir rester à la maison. Puis, comme tu mentionnais, puis moi, le pourquoi là, que j'ai pris cette assurance-là, c'est vraiment quand j'ai commencé à être dans mon entreprise, parce qu'il y a quelque chose qui m'avait marqué. J'ai une de mes clientes qui est massothérapeute. Puis elle, son travail, c'est ses mains. Fait que malade... Tu sais, quand on parlait de pérennité d'entreprise, elle ne peut pas faire des zooms. Elle ne peut pas continuer son entreprise. Son outil de travail, c'est ses mains. Puis quand tu es malade, tu n'as pas la force physique pour le faire. Elle a dû sortir tous ses REER pour pouvoir juste pallier à ses besoins de base. Là. On parle de payer l'hypothèque, manger, de survie. Là. Fait que, tu sais, c'est de l'argent que tu as mis de côté pendant des nombreuses années, parce qu'elle était dans cinquantaine, fin quarantaine, cinquantaine. Fait que ça faisait déjà plusieurs années qu'elle contribuait à son REER. Mais il a fallu qu'elle retire ça, puis ça, c'est imposable. Les REER, oui, tout à fait. Fait qu'il y a eu beaucoup d'impact par rapport à ça. Fait que moi, ça m'avait tellement marqué, puis je m'étais dit, oh wow, OK, si moi, il m'arrive de quoi, je veux tellement pas être pris là-dedans. Fait que puis là, quand la personne m'avait dit, bien, au bout de 15 ans, si tu veux, tu peux récupérer ce que tu as mis, en fait, de prestations. Ou en tout cas, tu peux récupérer c'est un remboursement des primes à 100 Mais c'est une option. On n'est pas obligé de la prendre. Elle coûte un petit peu plus cher parce que, justement, on récupère tous nos sous. Donc, c'est comme si on aurait un certificat. C'est comme si on aurait mis de côté de l'argent pendant 15 ans. Exactement. C'est un certificat de placement garanti à 0 Donc, tu n'as fait aucun rendement. La perte de rendement, ben, c'est que tu as été protégé tout le long. Mais si jamais, des fois, pour des budgets, j'aime mieux que le client ne prenne pas le remboursement de prime. Il va payer moins cher, il ne sera pas remboursé. Au moins, il y a une protection. Des fois, ça dépend du budget de chaque personne. Puis, des fois, c'est mieux de se protéger. Si on veut tout le temps. Il faut le mentionner aussi, c'est que la crise d'assurance, ça a quand même mauvaise presse. Les gens sont pas enthousiastes à payer de l'assurance. On en paye, je l'entends souvent, on en paye l'assurance habitation, l'assurance auto, ils ont de l'assurance de responsabilité civile. Après ça, ils ont de l'assurance de personne, l'assurance au travail. Fait que ça fait comme beaucoup d'assurance. Fait que il faut quand même essayer de voir le... Bien, tu vois, moi, je vais la garder parce que
les risques que j'aille une maladie grave augmentent en vieillissant. Fait que, tu sais, moi, je vais la garder, mais pour ce qui est celle que j'avais pris pour mon fils, ben moi, il est rendu à 21 ans. Fait qu'il est rendu en âge qu'il peut payer ses affaires. Fait que, tu sais, rendu là, soit je vais le retirer ou on va en tout cas, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec. Mais ça, je trouvais ça génial de le mentionner parce que c'est une assurance que les gens ne connaissent pas tant. Puis j'étais un peu, je t'avoue, sceptique parce que souvent, on prend de l'assurance. Puis quand ça arrive qu'on a une réclamation à faire, ça boque. Tu sais, là, c'est fastidieux. Mon père, il a eu un cancer de la prostate il y a peut-être, je dirais, 5 ans. Je dirais, là, grosso modo. Et il avait une assurance maladie grave qui contribuait de 25 000 $. Et mon père, il était... Parce qu'il faut que tu aies quand même un certain stade. Hein? Je pense à partir d'un stade 2, en tout cas, bref, au niveau du cancer. Et mon père, il avait ça un stade 3 au niveau du cancer de la prostate. Il y a eu l'opération et tout et tout. Mais je veux dire, le cancer de la prostate, tu n'as pas besoin de chimio. Tu sais, je veux dire, il a été quelques semaines arrêté, mais il y a eu, écoute, ça l'a pris, je pense, ça l'a pris maximum là, 3 semaines, puis il avait son chèque, puis, tu sais, puis il n'est pas resté, il est retourné au travail quand même assez rapidement, fait que lui, il a investi dans autre chose, là. Mais tu sais, c'est là que j'ai vu que, OK, wow, là, il n'y a pas eu tant, il a fourni les papiers médicaux, là, on s'entend, il y avait des papiers. Il était éligible à toutes les conditions, oui, c'est ça. Mais il n'a pas eu besoin de ce 25 000-là parce que lui, il était en arrêt de travail peut-être maximum 2 mois. Fait que, tu sais, pour lui, ça n'a pas été un arrêt prolongé du fait que, écoute, il l'utilisait pour autre chose. Là. Fait que moi, je me suis dit, OK, je l'ai, cette assurance-là. Moi, je la connaissais pas du tout, Geneviève, en fait, puis je l'ai appris à mes dépens, là, parce que j'ai vécu 2 fois le cancer du sein. Mais à l'inverse aussi, je voulais que mon fils en procure une. Puis là, les primes sont grandes aussi, puis ça dépend de l'âge et tout ça. Mais moi, avec 2 cancers du sein, mon fils était moins éligible et son papa aussi a eu le cancer. Donc, double, tu sais... c'est ça, exactement. Ça coûtait, grosso modo, je pense, 250 $ pour avoir peut-être un 25 ou 30 000. Fait que j'ai donné comme conseil, au mieux de ma connaissance, bien, mets-les de côté toi-même. Fais-toi ton fonds de maladie grave ou appelle-le comme tu veux, ton fonds d'urgence de prévoyance. Puis si un jour, il arrive une situation comme ça, parce que là, on s'entend, il y a 20 ans, il n'y a pas un employeur encore, il est à l'école, il n'y a pas de revenus ou d'assurance salaire. Mais je me suis dit, au moins, tu es conscient de ça, que ça existe. Moi, je ne l'étais pas. Son père avait une assurance maladie grave. Donc, ça a été dans le terrain connu. Mais il se bâtit son propre fonds parce que finalement... à cet âge-là, il faut penser aussi à l'avenir. Oui, tant mieux, mais c'est bon qu'il fasse ça, c'est un fonds d'urgence. C'est sûr que c'est plate que si on n'est pas assurable, on n'a pas le choix. Des fois, c'est vrai, on n'a pas pensé, mais quand on y va dans les assurances collectives au travail, il n'y a pas de question de santé, mais quand on y va de façon individuelle, des questions de santé, puis une assurance maladie grave, oui, ils vont voir justement les historiques familiales, puis voir si tes parents n'en ont eu, si tes 2 parents n'en ont eu. Fait que peut-être des fois qu'il pourrait avoir soit qui est refusé ou des fois qui est supprimé, mais c'est juste voir. Des fois, mais de plus en plus, il y a plus de facilité que ça. C'est juste voir. Des fois, il y a plusieurs compagnies, puis peut-être y aller avec juste voir des magasiner peut-être un petit peu plus parce que il y a quand même, comment je pourrais dire ça s'appelle l'assurance simplifiée. Donc, certaines compagnies, donc justement, tantôt je l'avais mentionné, il y a les compagnies plus standards pour le 25 maladies, mais des fois, on peut retrouver les compagnies qui offrent du 5 maladies, mais qui couvrent 85-90% des maladies graves, qui est quoi? Qui est le cancer, AVC, crise cardiaque, coma. Les plus courantes. Oui, c'est les plus courants. Fait que ceux-là, on peut les avoir des fois avec moins de questions. Mais ce serait juste... dans le fond, de s'informer, comme tu dis. Oui, c'est ça, des fois. Puis peut-être y aller justement avec celle, tu sais, des fois... C'est mieux d'être assuré que d'avoir la Cadillac. Là, on est avec une temporaire parce que ça peut... puis c'est faire le calcul, parce que souvent aussi, des fois, on me le mentionne, mais c'est quoi la différence si je le mets de côté? Mais c'est en gestion de risque. C'est généralement, l'assurance qui est temporaire, on appelle, qui est à faible coût, elle va quand même... C'est difficile de mettre de l'argent de côté pour simuler ça, parce que si, admettons, tu es assuré pour 50 000 ou 100 000, ou plus tu augmentes les montants, bien, ça va prendre combien de temps de cotiser, d'économiser à chaque mois pour pouvoir égaliser la prestation en cas de maladie ou en cas d'invalidité, des trucs comme ça. Fait que c'est juste faire le calcul, mais généralement, l'assurance doit être... C'est à prioriser en gestion de risque. C'est plate à dire, là, mais c'est à prioriser parce que, justement, des fois, c'est pour des plus gros montants comme l'assurance invalidité. Des fois, ça peut d'une rente de 30 ans. Fait que, mais pour vrai, à tantôt, qu'est-ce que tu disais que ton père, ça peut être ça aussi. C'est que, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est ça aussi, l'assurance maladie grave. Qu'est-ce qu'il y a un autre plus qu'elle vient faire? Parce que des fois,
On peut avoir une assurance, on peut avoir une maladie grave, un diagnostic de maladie grave, puis pas rater de travail. Dans ce temps-là, ton assurance invalidité ne t'a pas payé. Parce que des fois, ça peut être une bonne chose d'aller au travail, que tu restes à la maison, tu morfondes, si on est capable de bouger. À la limite d'éviter un peu les idées négatives, puis ça va nous changer les idées. Puis j'en ai des collègues qui ont eu ça, là, fait qu'ils n'ont pas vraiment arrêté de travailler. Donc, même quand parce que si tu n'arrêtes pas de travailler, l'assurance invalidité ne te paye pas. Il faut que tu aies un billet du médecin. Tout est réfait avec le médecin. Tantôt, quand tu disais, là, c'est le médecin c'est l'assureur. C'est lui qui décide. Oui, c'est lui qui va. C'est que comment est-ce qu'ils voient ça, les assureurs? C'est qu'ils vont dire, que ce soit moi ou toi, c'est pas nous, les professionnels, qui font le diagnostic. Fait qu'ils vont se fier au médecin. Le médecin, il voit ça, puis là, ils se parlent les deux ensemble, puis ils vont payer. Mais là, encore là, justement, si l'assurance invalidité, t'as pas arrêté de travailler, ils te payent pas. Tandis que l'assurance maladie, ça leur dérange pas, eux. Même si tu travailles ou tu travailles pas, ils s'en foutent. C'est le diagnostic. Donc, autrement dit, tu peux quand même jamais avoir arrêté de travail, puis recevoir un montant. Puis c'est bon parce que ce montant-là, des fois, il peut t'aider pour d'autres choses. Parce que si des fois, il faut que tu changes ton style de vie ou d'autres trucs. Mon père, il avait des rénovations à faire à sa maison. Ça l'a aidé. Il l'a mis là-dessus et il me dit que c'est de l'argent qui est comme arrivé, puis il l'avait oublié. C'est comme s'il avait oublié qu'il cotisait à ce. Tu sais, tant que c'est pas arrivé, ça reste nébuleux. On cotise pour quelque chose. Mais moi, je voulais savoir aussi, Gilles, tantôt, on a parlé des choses à faire avant. Ouais. Dans le cas, là, qu'on soit travailleur autonome ou salarié, mais plus spécifiquement quand on est travailleur autonome, là, tu sais, à la place de sortir les REER, là, c'est quoi, en fait, les programmes? Y a-t-il des choses qui sont disponibles quand, mettons, qu'on n'a pas cotisé, mettons, à de l'assurance maladie grave? Nous, c'était trop lointain, on n'a pas rien fait. On arrive, on a un diagnostic de maladie grave, on est en arrêt de travail, on a besoin de sous. Est-ce qu'il existe des programmes? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des... Parce que c'est 55 du salaire, là, je pense. Avec un maximum. Avec un maximum. Fait que, puis une année, il y a une date d'échéance. Bien sûr. Ça arrête, puis... Tu sais, si on parle du cancer du sein, souvent, vous êtes arrêté 1 an et demi. Ça dépend s'il y a des chirurgies ça dépend, de reconstruction. Il y en a même, moi, j'en ai des clientes là, qu'au bout de 2 ans, 2 ans ou 3 ans, en fait, ils reçoivent une lettre de l'employeur pour dire qu'ils mettent fin à leur lien d'emploi. Oui. Mais c'est parce que c'est pas parce qu'ils veulent... C'est qu'ils sont en attente de chirurgie, qui sont en attente... je pense à Linda qui travaille pour le gouvernement. Ça ne recommence pas à travailler, elle est en attente d'une chirurgie pour les glandes lymphatiques. Puis, après combien de temps d'invalidité? Mais elle ça a un bon 2 ans. Là, elle est en arrêt depuis un bon 2 ans. Mais là, il y a eu d'autres choses avant, on s'entend. Il y a eu le cancer du sein. Oui, cancer du sein. Puis, écoute, elle a tout un picture assez disparate. Mais là, présentement, elle est en attente, mais elle est en attente. Elle aimerait ça, l'avoir, là, sa chirurgie, mais elle est en attente de la chirurgie. Mais en fait, elle ne peut pas travailler. Là, elle ne peut pas travailler, non, c'est ça. Cette chirurgie-là, elle ne peut pas travailler. C'est ça, exactement. C'est un handicap à son travail parce qu'elle travaille dans un pénitencier où c'est physique, tout ça. Fait qu'elle est en arrêt, mais c'est ce qu'elle me disait dernièrement, c'est qu'elle avait d'avoir la lettre là, de fin d'emploi. Je pense que le mois de mars, elle n'est pas retournée. Ils mettent fin à son lien d'emploi. Ça, faut pas qu'elle vérifie, essayer de voir faut pas qu'elle coupe ce lien d'emploi-là, parce que si elle coupe ce lien d'emploi-là, elle sera plus assurée sur l'assurance collective. Ce serait mon conseil de voir, c'est du cas par cas, ce serait vraiment voir avec ses ressources humaines. Ou, mais y a-t-il des programmes du gouvernement qui existent autres? Mais c'est sûr qu'en prévision, on les a mentionnés, les testaments, ces affaires-là juridiques, l'assurance, faire, comme elle disait, le budget, c'est excellent, payer ses mauvaises dettes, ça fait partie du budget, ou faire son fonds d'urgence. Mais quand une fois qu'on arrive au diagnostic, c'est sûr que si tu n'as pas tout ça, justement, on l'a mentionné tantôt, il y a l'assurance maladie dans l'assurance chômage, donc maintenant qui a été extensionné jusqu'à 26 semaines depuis le 18 décembre 2022. Oui, on l'applaudit, cette décision-là. Oui, puis j'ai fait des petites recherches en prévision de notre rencontre, puis souvent aussi, c'est qu'on peut l'avoir en tant que travailleur autonome, c'est pas vraiment connu, mais on peut avoir de l'assurance chômage, maladie. Okay. Mais donc, même si on n'a pas cotisé. Mais il faut cotiser, ça. Il faut cotiser, puis le monde ne le font pas. C'est pas très inné d'un travailleur autonome de le faire, puis il n'y a pas grand monde qui le font. Mais s'il y en a qui veulent le faire, des fois, ça pourrait être fait. Ça pourrait être une solution. Tu peux le mentionner à son comptable quand on fait ses impôts, puis tu vas cotiser. Donc, c'est pas une assurance perte d'emploi, parce qu'un travailleur autonome ne pourra jamais dire que j'ai perdu son emploi, c'est lui son propre employeur, donc ça ne marche pas, mais en cas de maladie, puis c'est souvent oublié. Donc, il pourrait quand même faire ça. J'ai un volet que c'est pas nécessairement juste la personne en tant que telle, mais des fois, c'est pas souvent parlé. Là, c'est une prestation pour proche aidant de l'assurance emploi.
Ça fait pas longtemps non plus que c'est en place. Ça fait quelques années. J'oublie l'année pour moi, mais ça fait un peu sa même prestation que le chômage. Mais c'est si ton conjoint vient aider la personne que justement le diagnostic s'y rate de son emploi. Donc, ça peut être... je donne un exemple. Une madame, elle a un cancer du sein, puis son conjoint va rater du travail pour pouvoir être auprès d'elle, bien, le gouvernement va pouvoir lui donner une prestation. Fait que c'est souvent pas, c'est pas su, donc ça vient comme un peu aider. Ouais, la même chose que si ma mère, par exemple, a un cancer du sein, puis que moi, sa fille, je veux m'occuper d'elle, je pourrais demander cette prestation-là pour proche aidant. Exactement, c'est ça. Des fois, on fait juste voir l'Agence du revenu du Canada, c'est le volet fédéral. Prestation proche aidant, l'assurance emploi, c'est 15 semaines. Encore là, je ne sais pas s'ils vont l'augmenter, mais quand j'ai vérifié, c'était 15 semaines pour un adulte. Quand c'est pour un enfant, c'est 35 semaines. Ça pourrait arriver pour un enfant aussi. Puis une prestation de compassion qui appelle ça pour la fin de vie. Si on sait que la personne est en fin de vie, bien, le gouvernement va aider le conjoint survivant à passer du temps, va donner une sorte de prestation. Donc, si je donne ça pourrait être un peu comme une femme qui est en stade 4 métastatique. Puis ça peut être... Pendant 26 semaines. Donc, le travailleur autonome qui n'a rien, qui n'a aucune... Puis son conjoint, soit il y a un diagnostic ou juste pour l'aider, fait qu'il va pouvoir avoir quand même une prestation, au moins pour l'aider à arrondir les fins de mois. Donc, il y a quelque chose du gouvernement qui est là. Il y a l'autre chose qui est quand même plus difficile à avoir, parce que c'est des fois, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est la rente d'invalidité de Retraite Québec. Mais c'est souvent, pour l'avoir, c'est souvent quelque chose d'irréversible. Pour vraiment, vraiment avoir une condition médicale qui va faire en sorte qu'elle est vraiment beaucoup difficile à avoir. Donc, qui fait en sorte qu'on ne soit plus capable de retravailler comme avant. Et un petit peu plus souple à partir de l'âge de 60 ans. Il faut jouer dans la définition. Entre 60 et 65 ans, c'est si on n'est plus capable de faire son propre emploi. Pas tous les emplois. Pas tout emploi. Pas tout, exactement, c'est ça, cette clause-là. Fait qu'à partir d'autres mots, quelqu'un, il faudrait qu'il retienne, c'est que s'il a 60 ans et plus, puis il a le cancer, il pourrait peut-être aller, puis il n'y a rien, il pourrait aller chercher la rente d'invalidité de Retraite Québec. C'est vraiment, vraiment difficile à avoir. Puis, moi, quand j'ai pensé à ça, ce serait peut-être de voir là, la liste des frais médicaux. Tu sais, c'est... Puis il y a un crédit d'impôt pour les frais médicaux, hein? Pour le gouvernement. En fait, en faisant mes recherches, là, j'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas, mais ils appellent ça... Écoute, j'ai découvert, crédit d'impôt pour les aidants naturels, mais il y avait un crédit d'impôt pour les frais médicaux. Oui, mais c'est que pour c'est deux choses. C'est que le crédit d'impôt pour les aidants naturels, il est plus... Quand il donne la définition pour les personnes avec une déficience physique ou mentale, quand même assez difficile à avoir. Fait que c'est souvent le conjoint qui va le recevoir. Ça cible plus les personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus non plus. Okay. Faut que ce soit pour une faut que ce soit plus que 12 mois. Et puis, mon conseil pour là-dessus serait de voir... oui, c'est sûr, voir son comptable, mais il va falloir qu'on passe par un professionnel de la santé qui va nous attester qu'on est éligible. Et puis, sur le site de la Chaire de fiscalité et de finances publiques de l'Université de Sherbrooke, la CFFP, il y a un questionnaire, j'ai vu. Fait qu'on peut voir si on est éligible et combien ça nous donnerait grosso modo. Ce serait la meilleure chose à faire parce que c'est quand même assez spécifique. Fait que ce serait de voir si on est éligible. Mais en gros, une règle du pouce, c'est si on n'a vraiment pas beaucoup de revenus et puis on a une invalidité prolongée de plus de 12 mois, la personne pourrait être éligible pour recevoir quand même un généreux. Là, on parle d'un petit peu plus que 2000 $, donc ça pourrait venir aider. Sinon, c'est voir la liste des frais médicaux pour justement être éligible au crédit pour frais médicaux. Moi, ce serait ça. Moi, si ça me tombe, je me mets en place de quelqu'un qui justement, il n'y a pas beaucoup d'assurance. Même si c'est une assurance, ce serait ça qu'il faudrait faire. Dans le fond, c'est de voir justement c'est quelle dépense qui est éligible comme frais médicaux pour pouvoir avoir un crédit, pour avoir un certain remboursement. Puis qu'est-ce que ça implique? Des fois, ça peut être tout simplement une question de transport. Si, mettons, on est en région, puis on a un diagnostic, puis on est tous déplacés à Montréal, mais on peut mettre ça. Les stationnement, on peut les mettre dedans dans les frais médicaux. Comme le transport, ça peut être aussi... Ça, ce serait une autre chose, peut-être en parler avec son comptable, quand on a beaucoup de dépenses, parce qu'il y a d'autres règles aussi. Il y a la règle du 12 mois, comment maximiser ça. Si, en mettons, pour une année, genre de petites règles, si, en mettons, on peut le mettre sur une année complète ou on le sépare sur 2 ans. Ça, il y a le guide
de l'ARC, qui est de l'Agence Revenu du Canada. Excusez-moi les acronymes, là, je t'habitue des fois. Non, c'est correct. Le guide, c'est marqué le guide RC 4065 ou le folio sur les frais médicaux, là, c'est le S1 trait-d'union F1 trait-d'union C1 qui va énumérer toute la liste. Donc, j'irai voir là, la bibliothèque Google va pouvoir vraiment, en fait, crédit frais médicaux. Souvent, on va avoir le site du fédéral. Parce que c'est assez vaste, parce que même moi, mes clientes, les soutiens-gorge, mastectomie, ceux qui ne sont pas couverts par une assurance collective vont pouvoir les mettre en termes de frais médicaux dessus, mais je me rends compte que c'est vraiment plus large, là. En termes de frais médicaux là, qu'on peut mettre dedans. Oui, on reçoit un remboursement. Oui, c'est comme le transport, là, c'est souvent oublié. Donc, si, mettons, automatiquement, quand on est en région, on va recevoir, si on se déplace, si on est à Saguenay, on s'en va à Québec. Puis là, ils ont baissé, là, mais avant, là, il y a quelques années, c'était 20 $. Tu sais, quelqu'un qui allait en traitement de chimio, qui passait une journée pour le stationnement, oui. C'était 20 quelques $. Là. Maintenant, en fait, on s'achetait des passes par mois parce que ça valait la peine pas en chimio, mais en radio. On y va chaque jour, comme tu dis. Fait que là, tu te montres le forfait, lequel tu veux. Là, tu fais comme, ah ouais, il faut vraiment que je paye ça. Ah oui, c'était... Mais là, je sais que depuis la COVID, en tout cas, depuis 2 ans, là, les stationnements, il y en a beaucoup qui ont descendu leur prix. Oui, puis à moins de 2 heures, tu as droit à 2 heures gratuits. Ouais, donc, pour un rendez-vous ou quoi que ce soit, c'est aidant au moins. Ce qu'on s'entend, ma clientèle est souvent dans les hôpitaux. Oui, c'est ça. Avec les traitements, tout ça. Fait que ça, c'est vrai, c'est une charge financière. Hein. Veux pas, moi, là, quand j'ai commencé, là, 11 ans, ça, je l'entendais beaucoup. Là, un manque d'argent, une coupure de salaire, mais obligé de dépenser pour les frais de stationnement qui étaient, écoute, onéreux comme ça se peut pas. Mais, tu sais, comme on parle, grosso modo, en radiothérapie, souvent, vous avez comme 20 jours de traitement consécutifs. Mais 20 jours à 20$ par jour, ça monte vite, là. Fait que non, c'était, là, tant mieux, là, ça l'a descendu. Mais ce qui est payable, en fait, on peut, effectivement. C'est toutes des petites choses que vous pouvez aller récupérer. Puis des fois qu'on ne sait pas, fait que c'est pas ça qu'il faut se référer. S'il y a des chirurgies plutôt référer. privées, puis là, c'est juste voir la nuance esthétique, mais dans quel but? Parce que je pense à ça, j'avais pas pensé, parce que là, ça peut impliquer d'autres chirurgies. Fait que ce serait juste voir, là, aller fouiller. Il y a quelque chose à aller chercher, toujours si on utilise le privé ou pas. Puis si on utilise le privé, bien sûr, l'esthétique, de façon générale, c'est pas couvert dans les frais médicaux parce que c'est esthétique. Mais là, vu que c'est relié à quelque chose, tu sais, peut-être, il y aurait... en fait, reconstruction mammaire, c'est de l'esthétique, mais c'est suite à une maladie. C'est ça, peut-être. Ce serait voir la jurisprudence là-dessus, s'il y a eu voir qu'est-ce qui s'est passé avec d'autres cas ou voir tout simplement des positions administratives du gouvernement qui mentionnent ça. Ce serait plus à faire de la recherche là-dessus. Ce serait intéressant de voir. Oui, écoute, je sais que l'opération en tant que telle est défrayée par le gouvernement, mais je veux dire, pour tous les frais adhérents là, alentour. Mais en fait, je vais mettre dans la barre de description les liens, en fait, pour aller chercher toutes les informations. Parce que s'il y a une chose que moi, je déteste chercher sur le site du gouvernement, c'est Écoute, c'est tellement gros comme site. Il y a tellement d'onglets, il y a tellement... Fait que si on peut... plus habitué que les autres. Oui, les aider. On va mettre les liens sujet, directs. effectivement. Oui, on va mettre les liens directs. Puis dis-moi, en résumé, Julie, toi, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Oui, parce que moi, je parle peux peut-être partager mon expérience personnelle en terminant. Dans le fond, tu sais, quand ça arrive, c'est sûr que c'est un coup de masse sur la tête, là, mais il y a des choses qu'on peut faire, puis il faut être créatif, là. Il y a des choses que les gens ne savent pas, comme tu dis, Geneviève. Dans mon cas, tu sais, j'avais pris un paiement hypothécaire accéléré. Donc, parce que je connaissais le domaine des banques, donc je me suis dit, ben là, si je l'ai pris plus accéléré, à un montant plus élevé, ben je peux sûrement le diminuer sans passer chez le notaire, sans quoi que ce soit. Puis effectivement, j'avais le droit à ça. Donc, tu sais, j'ai réduit de moitié quasiment mon paiement hypothécaire. Fait que ça l'aidait directement à mes poches. Arrêter de cotiser au REER, ça va de soi. Je le faisais toujours, mais là, ces années-là, on oublie ça. C'est sûr qu'on prend le fonds de prévoyance si on en a besoin. On paye dans les économies. Mais il y a toutes sortes de cartes aussi qu'on a, là. Par exemple, les Hermès. Là, je sais que peut-être qu'ils vont s'en aller, là, mais moi, j'ai pris mes primes Hermès, là, puis j'ai fait mes cadeaux de Noël avec ça. Tu sais, c'était des certificats cadeaux de la ronde, de cinéma, de n'importe quoi. Parce que ce Noël-là,
Je n'étais pas capable de donner les mêmes cadeaux que d'habitude, mais c'était important pour moi. Fait qu'il y avait des choses comme ça. Puis sinon, les cartes de crédit, comme je disais tantôt, de regarder, parce qu'il y en a qui sont à haut taux d'intérêt, mais il y en a d'autres qui donnent des ristournes. Donc, quand tu les utilises, comme moi, mes injections, j'ai payé 18 000 mais je les ai mis ces cartes de crédit. J'ai eu une ristourne sur ça. Et puis, j'ai eu une fondation qui a été gentille, qui a pu m'aider là, à supporter ça, parce que j'ai fait une démarche personnelle avec mon infirmière pivot. Mais c'est toutes des choses on sait peut-être pas a priori ou on pense pas. Puis on évite évidemment des dépenses superflues. Là, on va plus en vacances, on n'a pas l'énergie de toute façon. Fait que ça, pas que ça équilibre, là, mais ça fait en sorte qu'on peut s'en sortir. Là. Moi, j'avais rassuré mon fils parce que j'étais monoparentale quand c'est arrivé la première fois, puis je venais de déménager dans mon condo. Puis j'ai dit, maman va tout faire pour garder le condo. Ça, je te le promets. Le reste, oui, on va faire des concessions. Puis on va s'en sortir. Puis effectivement, il y a toujours moyen de moyenner quand on a des références ou on se réfère à des professionnels, dans le fond. Puis, en fait, en résumé, juste avant qu'on termine, Gilles, pour ceux qui nous écoutent puis qui aimeraient prendre leur planification financière en main, il n'est jamais trop tard. Non, en fait, c'est surtout en prévision de, tu sais, peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont être conscientisés un peu plus là, avec ton intervention, Julie, puis un peu en discutant là, de ce qui serait souhaitable, en fait, d'avoir en prévision de. Mais que conseillerais-tu de faire, mettons, des étapes, là, en premier? Est-ce que c'est de prendre rendez-vous avec un planificateur financier, de regarder, en fait, ce qu'on veut? Parce qu'on a tous des besoins différents, là. Tu sais, moi, quand je suis arrivée pour mon assurance maladie grave, c'était vraiment par rapport à mon travail. Sinon, jamais j'aurais été, à moins qu'on m'en parle. Et si on m'en aurait parlé, peut-être j'aurais fait, je suis en santé, moi, il n'y en a pas de problème. Puis elle aurait peut-être pas été aussi importante que parce que je suis dans le milieu. Mais c'est quoi les étapes à faire? Parce que, tu sais, c'est large quand même, la planification financière. On peut le faire pour un budget familial, on peut le faire en prévision d'une maladie. Puis encore là, c'est assez hypothétique parce que, tu sais, c'est dans le futur, puis tout ça, mais maudit qu'on est content de l'avoir quand ça arrive, puis quand on n'a pas un stress supplémentaire. Puis un stress pour nous, mais... Puis des fois, c'est plus stressant ça que la maladie en elle-même, là. Tu sais, parce que ça influence la famille, ça l'influence... C'est vraiment... Puis ça crée des fois des tensions dans un couple, tu sais, fait que c'est... Tu sais, l'argent, ça peut être un beau sujet, mais ça peut être un sujet aussi qui peut être un peu de discorde, insécurisant. Fait que qu'est-ce que tu conseillerais de faire en termes de... d'analyser, d'aller chercher des informations sur Internet? Bien, c'est sûr que il y a deux types de personnes. Il y en a des fois qui sont super autonomes, autodidactes, puis il y a ça, des fois même, on en voit de plus en plus des gens qui vont gérer leur placement. Malheureusement, en assurance, il n'y a pas grand monde qui s'y connaît. Fait que c'est vraiment rare que je connais genre, on va voir des gens qui vont gérer leur placement, mais les assurances, c'est vraiment une chasse gardée un peu des conseillers. C'est pas quelque chose qui attire le grand public. Fait que ils sont souvent méconnus, puis ils s'y connaissent pas. Fait que ça va être principalement d'aller voir un conseiller en sécurité financière ou planificateur financier. Mais quand même, on peut faire l'exercice de voir, s'intéresser à ça, juste voir son régime d'assurance collective, c'est quoi. Le comprendre. Juste le lire, le comprendre. Puis souvent, qu'est-ce qui se passe dans le régime d'assurance collective? Il y a les premières pages, les tableaux, ça va donner une bonne idée. Après ça, c'est plus, ça dit les détails et les garanties plus précises, mais ça va faire au moins juste voir, dire, faire le calcul, parce que souvent, c'est des formules qui font en sorte pour comprendre combien est-ce qu'on va gagner, puis ça va dire 65 % de mon salaire annuel brut de temps, ou des fois, ils même vont dire le premier 2000, c'est 80 %, l'autre 2000, l'excédent, c'est 60 %. Fait qu'on va faire les petits exercices. Fait que là, tu dis, OK, fait que finalement, est-ce que c'est imposable ou non imposable? Il faut le vérifier aussi. C'est ça que je vais avoir. Est-ce que je suis assez couvert? Est-ce que ça prend en compte tout? Fait que là, ça nous fait... C'est-à-dire, il est quand même assez révélateur. C'est bon pour nous. Puis sinon, aller voir son conseiller directement. Ça peut être justement n'importe quel conseiller en sécurité financière ou planificateur financier qui vont faire un portrait global pour moi que vous aiguillez justement sur ces aspects-là. Ouais. Fait que ça va être quelque chose. Puis mais d'avoir un professionnel pour nous aider. Parce que ça va ça surtout peut être facile. le volet assurance, c'est rare que les gens le font seuls. Le placement, des fois, je l'entends, mais le volet assurance,
c'est quand même assez... Toi, Julie, qui est coach en réintégration au travail, est-ce que c'est quelque chose que tu peux regarder avec... Parce que toi, c'est avant qu'il recommence à travailler, mais le processus commence à se faire avant ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas regarder avec tes clients? En fait, oui, ça va dépendre si c'est une préoccupation de la personne, mais effectivement, puis comme Gilles dit, on peut poser des questions à nos conseillers en ressources humaines qui vont nous aider à faire ces calculs-là de base ou à prévoir le retour, parce qu'on s'entend que c'est progressif, donc c'est à mi-temps, donc l'assurance couvre une partie, pas l'autre partie. Donc, tout ça peut être fait en coaching, justement, si c'est la préoccupation de la personne, comme d'autres sujets aussi. Parce que c'est toujours plus facile. En tout cas, moi, personnellement, j'aime ça, avoir un professionnel qui m'aide à me diriger là-dedans, parce que, tu sais, pour moi, ça peut être du chinois, là. Tu sais, les programmes, les assurances, puis qu'est-ce qui est bon, dans quoi je suis mieux de mettre de l'argent. Aussi futile que, est-ce que je mets, tu sais, puis là, on déborde, mais est-ce que je mets dans un CELI? Est-ce que je le mets dans on appelle ça un pont-levier, c'est un pré-levier. Un pré-levier, un pré-levier. Je vais mettre ça couleur des cheveux. Un pré-levier. Mais en fait, c'est comme tous des termes. Des termes que écoute, puis pour moi, c'est comme du chinois. Fait que de me l'expliquer, je pense que c'est une bonne chose de faire affaire avec des gens comme toi pour vraiment fait que j'imagine c'est ce que tu fais, toi, avec ta clientèle un peu. Oui, tout à fait. Fait que c'est sûr que les planificateurs financiers, c'est souvent associé au placement, puis à la gestion de portefeuille, puis leur donner des conseils justement REER, CELI, comment on investit, puis on focus beaucoup sur la retraite, mais on est capable aussi de donner des conseils, que ce soit autant sur la fiscalité, l'assurance, les aspects juridiques, tout ce qui est relié à la finance, au patrimoine de la personne. Des fois, ça peut être juste avoir des conseils, comment essayer de voir, ou des fois de pouvoir rediriger vers d'autres professionnels. Encore là, un planificateur financier ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais des fois, on est capable de lever des drapeaux, de dire, ça, je crois que ton comptable va... Il y a quelque chose qui me dit que ton comptable ou ton notaire ou ton avocat va pouvoir plus t'aider ou des trucs comme ça. Donc, c'est un petit peu ça, c'est accompagner notre client tout au long de sa vie. Puis les besoins changent tout le temps. Ah, ben oui. En fonction de leur objectif aussi. Exactement, c'est ça. Oui, tout à fait. Fait que c'est juste d'être là auprès d'eux. Puis, qu'est-ce qui est bon avec un planificateur financier, c'est que, n'importe quel conseiller, c'est que plus qu'on est près de notre client, plus qu'on le connaît, plus qu'on peut l'aider. Donc, c'est ça qu'on commence, tu sais, on va pouvoir être un conseil plus personnalisé, d'être près de lui puis, ou d'elle. Donc, ça va être une façon de réussir ensemble. Une de mes réactions, Gilles, quand j'ai su que j'avais le cancer, tout ça, c'était d'aller voir pour acheter une autre assurance vie. J'en avais déjà une, mais là, j'en voulais un autre disant, peut-être que je serais plus assurable, là, on s'entend-tu? Puis, je pouvais en avoir une, mais les taux étaient élevés, on s'entend, parce que j'ai 47 ans aujourd'hui. La première assurance vie que j'ai prise, je sais pas j'avais quel âge, là, mais ça fait longtemps. Puis, mon conseiller m'a fait réfléchir en disant, Julie, pourquoi tu veux une deuxième assurance vie? Parce que là, peut-être que, tout ça. Mais il me dit, est-ce que tu veux enrichir les gens, laisser plus derrière toi ou tu veux, au contraire, peut-être en profiter maintenant? Puis, j'avais pas les sous non plus nécessairement pour payer cette surprime-là. Fait que, mais ça a été un dilemme avec moi-même. Là, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui se pose cette question-là? Ah, OK. Ça, c'est voir... parce que il y a deux volets en assurance. Comment faire ça simple, là, il y a la gestion de risque. En fait, la gestion de risque, c'est qu'on veut couvrir un besoin. On veut se dire, si tu veux une assurance vie, dans le cas de l'assurance vie, généralement, la gestion de risque, c'est que je donne l'exemple tout le temps de ma mère. Je suis le plus jeune garçon de 4 enfants. Ma mère était femme au foyer. Si mon père décédait, mais là, mon père, il laissait ma mère. En plus, elle n'avait pas des gros niveaux de scolarité. Ça fait que ça aurait été vraiment dramatique. Il y avait de l'assurance. Exactement, il y avait de l'assurance. Puis, donc, c'est pour ça. Fait que dans le fond, on veut gérer ça. Donc, on veut dire, tant que le plus jeune n'a pas 20 ans, mettons, ou 18 ans, fait qu'on va gérer pendant 20 ans, grosso modo, 25 ans, ou pour une hypothèque, pour une maison. En gros, c'est quand on a des personnes à notre charge, où on a des dettes. Fait que, mettons, faire ça simple avec une règle du pouce. Fait que ça, c'est un besoin qui est fixé. Donc, ce serait plus du temporaire, qui coûterait moins cher généralement. Puis là, le volet, comme pour mentionner, mais là, il faut juste pas prendre l'assurance juste pour pouvoir avoir de l'assurance, parce que sinon c'est là, on pourrait l'investir à la place. Mais là, il y a le volet peut-être permanent pour le laisser à sa succession plus tard. Fait que ça, c'est vraiment... Ça va jouer encore un peu dans les valeurs, mais c'est moins de nécessité. Fait que, tu sais, c'est pas pourquoi tu aurais besoin de le laisser à tes survivants.
ça peut être utile quand même parce que c'est toujours bon d'avoir de l'assurance. Il y a quand même l'assurance, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, le règlement est rapide puis il est hors succession. Fait avoir un peu d'assurance permanente, c'est très justifiable, c'est même recommandé, ça a son utilité. Mais d'en avoir beaucoup, mais là, ça dépend. Est-ce que c'est nécessaire? Exactement, ce ne serait pas nécessaire. À moins que, justement, tu es une personne fortunée qui a tout rempli ses REER, ses CELI, tu as plein d'investissements. Là, oui, ça peut être une sorte de diversification de placement, mais c'est du cas par cas. Puis c'est justement avoir un conseiller parce que c'est pas nécessaire à tout le monde d'avoir trop d'assurance. Là, c'est vraiment, on veut calculer le besoin. Il faut que ça pallie, en fait. Ouais, on fait nos dettes qu'on laisse à la succession. En fait, pour qu'ils puissent payer, nos frais funéraires. 2, payer si on a des dettes pour pas que ça soit eux qui soient pris avec cette charge-là. Que je pense que c'est un peu ça qu'on fait quand on prend des assurances vie. Oui. Puis dans le fond, c'est mon conseiller qui m'a aidé à prendre ma décision. Oui, bien, ce genre de décision-là, j'imagine à 2, ça se prend mieux parce que des fois, tu sais, il fait comme non, finalement, là, c'est mieux peut-être que tu rediriges cette dépense-là vers ailleurs ou. Fait que, des fois, ça peut être justifié. Parce que des fois, c'est émotif aussi encore. Il y a de l'émotion. Effectivement, des fois, moi, j'étais pris dans ce dilemme-là, tu sais. Si on aimerait tout ça, laisser à nos enfants, même année, si c'est nous qui se privent. Fait que là, c'est ce dilemme-là, des fois, qu'on fait que, non, peut-être. Vaut mieux en profiter pour le moment présent. Un peu, c'est ce que vous découvrez beaucoup quand on tombe avec une maladie, c'est de profiter du moment présent. Fait que peut-être d'avoir des options, mais sans nécessairement se mettre. L'accord de c'est ça, puis être capable de respirer financièrement, c'est super important. Merci, Gilles, d'être venu nous éclairer sur des choix judicieux à prendre. Écoute, en fait, ça l'a probablement conscientisé et sensibilisé les gens peut-être à regarder plus ce volet-là. En fait, j'ose l'espérer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir mettre tous les liens que tu m'as donnés là, pour Et tes coordonnées, Gilles, si quelqu'un veut te rejoindre, donc tu vas être disponible. Un courriel, m'appeler. Très accessible. Donc, ils vont pouvoir te communiquer avec toi puis prendre rendez-vous avec toi pour selon leurs besoins parce que c'est tellement différent à chaque personne. Donc, j'imagine, toi, tu analyses le tout puis selon ce qu'ils veulent, les besoins, mettons les besoins à court terme, moyen, c'est un peu ça exactement, c'est ça. C'est pour pallier aux différents objectifs, puis on met ça dans le temps. Est-ce qu'ils se déplacent à ton bureau? Est-ce que tu fais des... les dernières années avec le Zoom? Oui, exactement. Ça, on fait des rencontres à distance beaucoup. J'utilise Teams, puis comme Zoom. J'utilise les deux, en fait. Oui, bien, en fait, ça a été pas mal dans les 2 dernières années. On est rendu là. Sinon, mon bureau est à Laval. Il n'est pas... Mais tu sais, au départ, on trouvait ça comme... déstabilisant. Puis aujourd'hui, là, c'est comme on préfère ça puisqu'on reste chez nous. Puis quand la rencontre est finie, on n'a pas d'autres déplacements. On peut même avoir un bas de pyjama puis un top. C'est merveilleux. Mais merci encore. Merci beaucoup, Gilles. Ça a été un plaisir de te recevoir. Puis on laisse toutes ces informations. Parfait, ça marche. Un prochain podcast. Ouais. Bye.